Salut à tous, Minnesota Timberwolves, épisode 4 en My League, toujours sur NBA 2K23. Et donc, dans la foulée, d'Anthony Edwards, que je pense être le leader naturel à terme, même si il fait un début de saison assez discutable. Par contre, dans la partie là, 28-5, c'était un superbe bilan après 33 matchs. Donc je vous avais laissé là un petit peu avant Noël à l'épisode précédent. Et ce qui est certain, c'est que cette équipe, on a clairement la hiérarchie en fait. Russell, on sait qu'il est plutôt la troisième option offensive. Même si là, le pourcentage à 3 points n'est pas exceptionnel. Avec 16 points quand même, presque 10 passes, 34 minutes. Bon, ça se passe pas mal quand même, c'est une bonne saison. Noel joue un rôle intéressant en sortie de banc. C'est un des facteurs X pour moi dans cette équipe-là. Lui, ainsi que d'autres hommes sortis du banc, doivent apporter et doivent donner comme ça le statut aux Wolves de réel contender. La réussite à 3 points n'est pas exceptionnelle pour le moment, mais gageons qu'elle sera meilleure avec le temps. Anthony Edwards, donc ça on l'a déjà évoqué, c'est le joueur prometteur de l'équipe, presque 33 minutes, quasiment 36% à 3 points, avec presque 25 points de moyenne. C'est une superbe saison 3 pour Edwards. Après, j'ai beaucoup aussi d'espoir en quelqu'un comme Taurean Prince. Dans la sortie de banc comme ça, c'est un petit peu comme Reed ou comme Noel. Ils ont vraiment un rôle. Des joueurs comme ça à 76 d'overall qui peuvent vraiment changer les choses pour peu qu'ils soient bons. Après, derrière, Jaden McDaniels, moi je l'ai mis dans le 5. C'était pas une chose assurée avant la saison. Il se trouve que apparemment c'est aussi le cas pour les Wolves dans la réalité. 30 minutes, des pourcentages qui sont ce qu'ils sont. En fait, c'est plus un joueur chargé de défendre, d'amener du liant dans l'équipe. D'ailleurs, un petit peu comme Kyle Anderson, lui en sortie de banc. Voilà, donc je regrette pas mes rotations initiales parce que je trouve qu'elles sont assez équilibrées. Et le fait d'avoir fait démarrer Mike Daniels et d'avoir plutôt confié à Kyle Anderson un rôle en sortie de banc, ça paraît... je le regrette absolument pas. Alors qu'à la base, je me demandais un petit peu ce qui pouvait être fait. Je trouvais d'ailleurs au passage que Kyle Anderson fait aussi un début de saison assez moyen. Voilà, ça doit être des histoires de physique, ça va revenir. Un qui fait pas un début de saison moyen avec 26 points, 45% à 3 points, 33 minutes, 10 rebonds. C'est Karl Anthony Towns qui est vraiment dans une saison exceptionnelle. Ici, il s'illustre tout le temps. Il y a même la possibilité en plus d'apporter un peu de qualité défensive outre ses qualités offensives qui sont totalement exceptionnelles. Un qui défensivement assure le coup, on le sait, c'est pas nouveau, c'est Rudy Gobert. Et pareil, il est sur une très très bonne saison dans la foulée de ce qu'on a pu connaître à Utah. Voilà, il ne surprend pas. Il apporte juste tout ce qu'il sait faire, à savoir gros rebonds. Sur le jeu, c'est très très important d'avoir de très bons rebondeurs. 33 minutes, 2,4 contre par match, presque 14 rebonds et quasiment 16 points. Ce sont des moyennes qui sont tout à fait excellentes pour Gobert. Et voilà, donc un autre facteur X pour moi qui sort du banc, c'est Naz Reid. Je pense que là encore, si on a des blessures ou bien même dans certains moments en play-off, sa qualité doit pouvoir beaucoup impacter les matchs comme Noel, comme Kyle Anderson et Taurean Prince qui sont donc là mes 4 remplaçants principaux. Naz Reid n'a pas un énorme temps de jeu, je l'avoue, mais pour autant, dès lors qu'on voudra peut-être reposer Rudy Gobert ou Karl-Anthony Towns, on verra que ce sera quand même assez important.
Au niveau des stats d'équipe, en ce début d'année, donc sur le premier gros tiers de la saison, les Wolves sont 6e au niveau de l'évaluation offensive. Ne sont pas très très loin non plus de la 4e place, donc c'est très très serré. 6e place au niveau du offensive rating, et au niveau du defensive rating, par contre, ils sont premiers. Donc on a là un impact qui n'est pas réellement celui auquel on pouvait s'attendre. Je fais référence ici à des trucs que j'ai déjà cités, soit la vidéo de Blight où il faisait des prospectives sur la saison des Wolves et sur l'apport de Rudy Gobert. Ouais, mais c'est là que la dimension du jeu prend évidemment tout son sens. Dans le jeu, vous allez vraiment progresser défensivement avec Rudy Gobert et peut-être un peu moins offensivement, alors qu'on pouvait s'attendre à quelque chose d'un petit peu contraire. Je vais faire quelques entrées en jeu, et notamment ici contre le Miami Heat. Miami qui fait une saison honnête sans plus à l'Est dans cette partie. Je pense que le poste 4 est vraiment ce qui impacte le plus cette équipe de Miami, avec une vraie faiblesse. Bon voilà, évidemment Towns va nous résoudre le problème très très facilement. 2 séquences en pick and pop et c'est dans la boîte. Towns avec son adresse exceptionnelle à 3 points. Derrière, c'est plié par D'Lo au lancer franc. Et vous voyez, Adebayo, Butler, il manque clairement les points de Tyler Hero ici, qui a sous-performé sur ce coup-là. Et puis il manque surtout, à mon avis, un vrai poste 4 d'envergure qui puisse notamment embêter Karl Anthony Towns. On simule un petit peu, on avance, on est donc autour du premier de l'an pour constater qu'on s'est fait ratiboiser par le trio Ingram, Williamson, McCollum, avec une belle défaite, celle-ci. Encaissé 127 points. Il y a des moments comme ça un peu délicats. Et petite entrée en jeu face aux Bucks. Alors ici c'est intéressant parce que ces Bucks, ils nous proposent un défi en fin de match systématiquement, qui est évidemment la pénétration de Giannis, qui peut arrêter cette pénétration, surtout quand on a des joueurs qui sont fold out. Ici, Kat a déjà été sorti pour 6 fautes. Giannis, c'est très fort. On n'a pas besoin de faire un dessin. Et en plus, au lancer franc, il a bien progressé. Le jeu le répercute, donc c'est une excellente chose. Donc ça devient très délicat de jouer Giannis Antetokounmpo dans ces circonstances-là. En plus, en attaque, on bafouille légèrement, ce qui va donner ici une balle aux Bucks. On va demander à McDaniels, waouh, un peu aidé par Anthony Edwards, de dérégler la machine Giannis. Et en contre-attaque, on va avoir ici, voilà, ce panier, bingo, Russell à 0 degré, qui nous fait passer devant. Gros panier ici des Wolves. Balle Antetokounmpo, on attend la pénétration. McDaniels pourra-t-il faire quelque chose? Je sais pas, peut-être c'est la fatigue de Giannis ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il a été ici en échec, le grec, et ça nous arrange plutôt pas mal. Derrière, il y aura une faute un peu tardive, ce qui fait que Russell va pouvoir comme ça aussi plier le match. Voilà, D'Angelo Russell, très bon timing de shoot, joueur à la fois vraiment attachant dans la réalité et hyper marrant à jouer sur un jeu. Voilà, vraiment que du bonheur. Malgré la bonne répartition des points, même s'il en manque à Middleton sur ce match-là, les Bucks n'auront donc pas réussi à battre cette équipe des Wolves, qui, je pense, excelle vraiment par sa qualité au rebond, je disais tout à l'heure. Alors, petite blessure de temps en temps, on a des petites choses comme ça à régler. Kyle Anderson qui se blesse, à la limite, ça ne nous impacte pas énormément, parce qu'on peut rebasculer toutes ces minutes, en partie sur Jaden McDaniels, et évidemment en partie sur Taurean Prince.
Donc en fait, on n'a pas d'impact dramatique en cas d'absence de Kyle Anderson. Ça, c'est un sujet que je traite un peu plus loin dans la vidéo, c'est comment faire, parce que je vais devoir quand même penser à la suite, comment faire si certains joueurs majeurs se blessent. J'anticiperai tout à l'heure un petit peu ces choses-là, parce qu'en play-off, ce sont des choses qui pourraient nous arriver, et puis il ne faudrait pas que tout de suite ça s'effondre, juste parce qu'il nous manque un des 4 joueurs majeurs, par exemple. Il y a une défaite peu reluisante le lendemain face aux Pistons, avant qu'on se reprenne dans la foulée face aux Nuggets. On avance. On va aller jusqu'à début mars dans cet épisode. Donc on ira au-delà des 65 matchs, ou à 65 matchs, je crois. Victoire face à Portland, ok. Il y a quelque chose que je fais de temps en temps pour combattre les blessures un peu gênantes du côté de l'IA, des équipes contrôlées par le jeu. C'est que des fois, je vais un petit peu annuler certaines blessures adverses. Moi, les miennes, évidemment, je me les garde parce que je trouve ça plutôt positif et réaliste d'avoir des blessures. En revanche, je refuse que les équipes adverses soient trop impactées. Par exemple, si je vois Doncic qui se blesse 4 mois, ou si je vois Steph Curry aussi qui se fait une grosse blessure, j'aurais plutôt tendance à l'enlever, vous voyez. J'ai envie que les équipes jouent à leur niveau. Retour de Anderson. Peut-être pas hériter tout de suite de toutes les minutes qu'il pouvait avoir auparavant, Kyle Anderson. On va voir, voilà. On lui donne 18 minutes, je crois que c'est assez satisfaisant à ce stade-là. Vous voyez que j'ai basculé quelques minutes sur Austin Rivers, parce qu'en fait, je procède toujours à des petits tests pour savoir si, en backup meneur, je préfère avoir McLaughlin, ou si je préfère avoir une autre solution, comme Austin Rivers. Austin Rivers est marqué comme ailier, là, dans le jeu, mais honnêtement, Austin Rivers, c'est pas un ailier, hein. C'est plutôt un combo garde, enfin on l'a vu un petit peu dans toute sa carrière, quoi. Je veux bien que la NBA se rapetisse, mais il faut pas non plus exagérer avec ça. Karl Anthony Towns toujours à la baguette pour une victoire assez nette face aux Suns. Les Suns ont vraiment une mauvaise saison ici dans cette partie. C'est un petit peu regrettable parce que moi les Suns je les voyais assez haut. Je pensais pas du tout que ça puisse prendre cette tournure-là. Vous voyez, ils sont hors des 8. En fait, ils sont à la bataille pour le play-in, ce qui est complètement ridicule en vérité. 36 victoires, 8 défaites. Bon, on avance encore un petit peu. Là, ça va défiler. On a une victoire ensuite contre les Cavs, qui nous arrange bien. Défaite face au Jazz, elle est surprenante celle-ci. Très très surprenante défaite face au Jazz. Même si, après coup, on peut se dire « Ah, finalement, ce Jazz n'est pas ridicule ». Petite entrée en jeu ici face aux Nuggets. Il reste 5 minutes à jouer. On était rentré à +2. Balle à Russell. On va tenter un fist. 35 Horns. Bah oui, c'est pas mal du tout ça. Sauf que le shoot est dévissé. Mais par contre, c'était quand même un super système. Il faut s'en souvenir de celui-là, parce qu'il est quand même vachement bien. Quand ça ouvre comme ça un shoot à 0 degré, waouh, on prend tous les jours un shoot ouvert. Voilà, petite nouvelle du Canadien Murray. C'est Rudy Gobert qui dissuade tout ça. Contre-attaque, très très facilement menée. Une équipe qui est assez athlétique, court très très vite. Ils ont comme ça beaucoup de présence rapidement sur ce genre d'action. On a aussi Karl Anthony Towns, quand il est bloqué, peut pas shooter à 3 points. Il peut aussi proposer une deuxième solution. Anthony Edwards joue également le pick and pop avec lui. Bam, ça aligne derrière Rudy qui vient à l'écran. Et au alley-oop derrière avec une super passe de D'Angelo. Voilà, sur les petites séquences habituelles, là c'était du Edwards Towns, du Russell Gobert, et on va comme ça sécuriser cette victoire. Du côté
de Denver. Pas d'émotion particulière. Jokic n'a pas été horrible à contrôler. Ah, et puis tant qu'on a ces séquences en fait qui fonctionnent offensivement, on n'est pas inquiété parce que la défense en fin de match est quand même une valeur sûre pour cette équipe-là dans cette partie. Donc voilà, pas d'émotion particulière. Les Raptors, eux aussi, ratent un peu leur saison. Juste un petit point comme ça à ce moment-là parce que j'ai une resignature qui est possible. Alors c'est que le sujet d'Angelo Russell arrivera sur la table tôt ou tard. En l'occurrence, moi je souhaite régler le truc assez vite, lui proposer 4 années, chacune à 24 millions, donc pour un total de 96 millions sur 4 ans. On va prolonger comme ça le contrat de D'Angelo Russell. Ça me convient tout à fait. En fait, il nous fait une petite ristourne. Oui, c'est un joueur à 82-83, hein, ça n'est pas un joueur à 88 non plus, donc c'est normal qu'à un moment donné on le paye pas exagérément. Il avait été All-Star en 2019 avec les Nets, on s'en souvient. Il y a comme ça des insignes aussi chez Russell qui sont hyper intéressants, des insignes essentiellement d'organisation, même s'il y a aussi du scoring. Donc meneur, qu'a priori je n'ai aucune intention de remplacer dans cette structure-là pour les Wolves. Je l'avais dit au tout début des vidéos sur les Minnesota Timberwolves, c'était sur du win now quasiment, ou du très moyen terme, mais certainement pas une équipe qui a vocation à rester assemblée de cette sorte-là au long terme. Il y a comme ça des questions contractuelles qui vont se poser, et il y a aussi peut-être des tensions, des choses qui ne vont pas convenir entre les joueurs. Donc il faut que ça gagne dans les 2-3 ans, mais plus 2 que 3 à mon sens. Sinon, il sera peut-être temps de basculer sur un autre projet. Pour le moment, c'est pas d'actualité parce que les victoires sont nombreuses. Le bilan est énorme. Rudy Gobert, contusion à la hanche droite, 2 à 4 semaines. Là, vous voyez, c'est quand même un cas sur lequel, à ce stade-là de la saison, je le laisse. Je me fiche éperdument de ces petites contusions. On va pas s'en émouvoir. Il peut totalement jouer. Donc, on fait confiance à Rudy. Solide le Rudy. Derrière, des petites victoires. Donc, il y avait eu Raptors, il y avait eu 2 fois Rockets. On prend notre revanche ici sur les Pelicans, qui nous avait mis une jolie rouste la fois d'avant. Donc ici, c'est CJ McCollum qui a été plutôt erratique. Et par contre, on a un quatuor qui a bien scoré, dépassé les 20 points pour 4 joueurs, c'est quand même pas mal. Les Grizzlies, toujours une équipe qu'on regarde de près. On ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. En l'occurrence, ils font une saison vraiment dégueu par rapport à ce qu'on peut attendre d'eux. Je trouve que Ja Morant fait ses stats, j'ai regardé. Desmond Bane ne fait pas réellement les siennes. Jaren Jackson Jr. n'apporte pas exactement ce qu'on pourrait espérer si on avait par exemple cette équipe sous contrôle. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, à commencer par les leaders. Et puis, voilà, aussi dans une autre équipe là sur laquelle j'ai un petit mot à dire, c'est les Warriors. On fait une petite entrée en jeu comme ça, 3 minutes de la fin, c'est toujours sympa. 4, cette séquence, on peut la répéter à l'infini. Le pick and pop, moi je ne comprends pas comment les défenseurs peuvent le laisser faire, parce que c'est quand même difficile de laisser quelqu'un qui a 45% à 3 points tout seul derrière l'arc. Bon, tout va bien. Petit retour en zone, pas anodin pour les Warriors. On continue ici à combiner. Voilà, c'est de la ficelle. C'est rien que de la ficelle sur toutes ces actions-là. Edwards est capable comme ça ensuite de verrouiller le match au lancer franc. Cette équipe des Warriors, je ne sais pas si vous la regardez beaucoup depuis le début de saison. Moi, je la regarde et je suis pas du tout inquiet sur le long terme. Mais par contre, sur le court terme, il y a pas mal de choses qui me semblent à signaler, notamment le fait que la seconde unit a beaucoup de temps de jeu
et qu'elle se prend des plus-minus affreux, la seconde unit. En tête de cette seconde unit, il y a Jordan Poole, qui vraiment a un début de saison catastrophique après son renouvellement de contrat. Vous avez vu, on a Gobert, on a Kat qui sont au All-Star Game, et puis sinon, il n'y a que des noms auxquels on peut s'attendre, hein, quasiment, pour le All-Star Game à venir 2 semaines plus tard. Ouais, donc je disais, pour moi, les Warriors travaillent pour la suite, ils plantent des graines. Il ne faut pas s'inquiéter, ils vont faire le boulot, mais c'est simplement que là, ils donnent pas mal de jeux à Moody. Ils ont un peu zappé Kuminga, mais il reviendra. Jamichael Green fait pas un mauvais début de saison du côté des Warriors. En revanche, voilà, Poole est assez catastrophique. Et puis, il y a comme ça, voilà, des petites choses qui sont pas encore en place. Mais je suis sûr qu'en fait, Wiseman aussi, c'est bien de le voir. Il est pas mal, mais de toute façon, il faut qu'il ait du temps de jeu. Et donc, l'équipe qui est plutôt intéressante à regarder. Ici, Jokic, lors d'une nouvelle entrée en jeu face à un rival majeur, hein, de l'Ouest, hein, les Denver Nuggets, nous fait plaisir avec ces petits moves dont il a le secret. Voilà, petit timing de shoot pour D'Angelo, qui nous plie le match comme ça à 9 minutes à plus 9, pardon, à environ 1 minute de la fin. Séquence défensive Rudy. On vient poser un écran ensuite pour Anthony Edwards, qui se régale. Bon, là, c'est vraiment le bonheur absolu en vérité. Parce qu'on est là, on déroule notre basket, ça se passe super bien, il n'y a pas de blessés, ça va pas durer. Il y a D'Angelo qui est au sommet, Edwards il se régale, Kat il aligne tout ce qu'il veut. Donc c'est vraiment un scénario idéal. Est-ce que ça va durer? C'est la question. Ah, petite défaite face aux Nuggets, juste avant la trade deadline. Ensuite, le Jazz, une équipe, ça va, qui nous avait battu précédemment, mais qu'on arrive à battre cette fois-ci de plus de 30 points. Donc la trade deadline se présente. Est-ce que j'ai vraiment des choses à changer dans cette équipe-là? Mais non. Non. Je ne vais rien changer. Au moment de la trade deadline, ici, il y aurait pu avoir une discussion sur les cas Bryn Forbes, Austin Rivers, McLaughlin pour occuper le poste de backup meneur. Mais la discussion, elle va rester en interne à l'équipe, avec 48 victoires, 11 défaites. Seuls les Mavericks semblent un peu tenir le rythme, mais sinon, tout le monde est à plus de 10 victoires, hein, de cette équipe-là. Donc, c'est quasiment indécent. Le niveau de domination ici, avant le All-Star Game, après quand même 3/4 de saison quasiment, hein, donc c'est pas anodin. Hein. Simcast sur les Mavs, ça gagne, ça veut dire qu'on prend encore un petit peu plus d'avance en fait, malgré un énorme Luka Doncic. On a comme ça bien dominé. Et là, en fait, j'ai analysé un petit peu les stats. On va encore simuler le Washington là qui arrive là. J'ai un peu regardé les stats dans la foulée avant d'attaquer le post-All-Star Game, hein, avec ces 20 derniers matchs globalement qui doivent ensuite nous mener au play-off. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que j'ai 4 joueurs majeurs sur les 5 du 5 majeur qui ont joué en fait tous les matchs, quasiment. Il n'y a que Russell qui a raté 4 matchs. À un moment donné, il était un tout petit peu blessé. Et sinon, tous les autres ont joué 60 matchs. Donc ça me paraît 62 matchs même d'ailleurs à ce stade-là. Ouais, ça me paraît un peu beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à me dire, t'as eu de la chance jusque-là. Il faudrait peut-être anticiper la suite. Vous voyez, 62 matchs, on a 5,5 d'avance sur Mavs. Suns, toujours pas dans le top 8. Ils sont je vous dis, autour de la 9-10e place. C'est une calamité. Après, il y a une belle saison des Lakers, quand même, on peut le noter au passage. Hein. Donc Edwards à 25 points, il a tout joué. On a ensuite l'ami Karl Anthony Towns à 24-4 et 10 rebonds. On a Gobert à 15 points et 13 rebonds.
C'est un peu chuté depuis le début d'épisode. McDaniels qui fait toujours des stats de complément, et même si ça progresse, et Russell qui fait toujours ses stats de troisième option offensive avec beaucoup de passes décisives. Je me suis dit, tous ces mecs-là, à peine il en manque un, c'est quand même plus du tout la même chose. On a une énorme avance au classement, donc je me suis fabriqué des petites rotations avancées. La première, c'est au cas où on aurait un pépin avec Rudy Gobert. Rudy Gobert, en fait, ça me ferait basculer Karl Anthony Towns au poste de pivot, avec toujours les mêmes minutes pour Naz Reid, et avec un équilibrage sur le rookie Wendell Moore, qui est finalement non exploité dans cet effectif. Je l'entraîne assez durement. Il a un peu progressé. Il a des qualités de poste 3, poste 2, à peu près. Et donc en décalant, ça veut dire qu'on joue plus petit en fait. C'est un peu logique, hein, de jouer plus petit dans l'hypothèse où on se retrouve sans Rudy Gobert. Donc ce serait une version première. Si on avait un pépin sur Karl Anthony Towns, à ce moment-là, McDaniels occupe l'essentiel des minutes en 4 avec Taurean Prince ou Anderson. On aurait à ce moment-là un rôle plus intéressant joué pour Jaylen Nowell. Et là encore, c'est pareil. On rapetisse le 5, on décale Anthony Edwards sur pas mal de minutes en 3. Bref, c'est encore une chose qui est assez gérable, même si à mon avis, l'absence de Towns serait catastrophique sur les résultats. Mais en même temps, on a beaucoup d'avance. Donc, c'est pas tellement grave. Et ce que j'envisage à ce stade-là, vous voyez, je fabrique 4 rotations. Donc, il y en a une sans Rudy, une sans Kat. Et là, évidemment, on va remodifier la rotation de base en se privant de Anthony Edwards. Et du coup, en impliquant Bryn Forbes, on va donner là encore beaucoup de minutes à Jaylen Nowell, dans l'hypothèse où Edwards n'est pas là. Et ça aussi, c'est au cas où. Ouais, ce que j'envisage là avec mes rotations, et puis je vais faire Russell dans quelques secondes, c'est tout simplement de faire tourner un peu le repos. Je me dis, il reste 20 matchs, il y a 4 joueurs majeurs dans cette équipe. Si tu leur fais rater 5 matchs chacun, en faisant comme ça une rotation sur l'absence, sur la mise au repos, ça peut être un bon moyen d'éviter peut-être certaines blessures. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est aléatoire, mais bon. J'ai essayé cette option-là. Sans Dilo, moi je mets carrément, je l'avais fait un peu plus tôt dans la saison, je mets carrément Nowell en 1-1, avec des minutes pour lui essentiellement, et puis c'est Rivers qui du coup écope de quelques minutes en poste 2. Donc voilà, donc des petites pré-rotations, on va dire, en vue de la suite, en me disant, allez, on va mettre un peu, à chaque match qui vient, on va mettre au moins un joueur majeur au repos. C'était ça qui m'animait à ce moment-là. Vous allez voir que la vie nous réserve souvent, et même les jeux vidéo nous réservent souvent des surprises par rapport à ce qu'on a anticipé, ou par rapport à ce qu'on croit. Alors déjà, ici j'étais dans une config sans D'Angelo Russell. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Sans D'Angelo Russell, on va avoir une victoire, mais c'est pas tellement ça qui est intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir les minutes d'Anthony Edwards. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille. 15 minutes, 16 points, il n'a pas été fold out. Bon, il y a eu une blessure. Donc voilà, à peine je commence déjà. Allez, fracture de la main gauche, 2 à 4 semaines, Anthony Edwards. Ok, il va falloir vivre avec. Du coup, on va dire, c'est facile. Tu mets la rotation sans Edwards. Très bien. Bryn Forbes hérite donc de minutes. Pourquoi pas? Passons au match suivant. En plus, le banc, vous voyez, ils sont en chaleur. Ils sont tous on fire. Les 4 joueurs majeurs sortis de banc sont on fire. Donc, c'est vraiment excellent. Ok. Clippers dans la foulée. Victoire. Très bien. Que va-t-il se passer sur ce coup-là? Je vous le donne en 1000. Qui va se blesser? Attention, une chance sur 3. Les paris sont faits. C'est D'Angelo Russell qui va se blesser à ce moment-là. Déchirure ligament latéral gauche. 2 à 4 mois. Celle-ci est sérieuse. Hein. Alors du coup, autant ça me faisait marrer de préparer des rotations avancées.
dans l'hypothèse où je reposais les uns et les autres. Mais là, il ne s'agit plus de repos, là. Là, il s'agit d'un truc beaucoup plus sérieux. C'est une longue blessure pour D'Angelo Russell. 2 à 4 mois, c'est pas mal, hein, quand on est au début du mois de mars. Hein. C'est pas une fin de saison, mais si c'est 4 mois, c'est une fin de saison. Hein. Donc c'est assez embarrassant comme blessure. Il va falloir trouver pas mal de solutions. J'implique McLaughlin, Forbes, Rivers dans ce truc-là. On va voir après, je vais jouer le match contre les Lakers. Je vais vous montrer ce que ça aura donné. Donc voilà, D'Lo out pour un bon moment. C'est dommage, en plus, ça va impacter ça. Bon, et parallèlement à ça, et avant de terminer la partie match et simulation de cet épisode-là, et donc je proposerai le match des Lakers juste dans quelques minutes, j'ai aussi fait un truc, c'est-à-dire que j'avais repéré quelques systèmes qui étaient intéressants, je les avais repérés dans le playbook des Pacers. Donc il y a ce Fist 5 out 8 dans la catégorie pick and roll. Celui-là, je vais l'ajouter aux Timberwolves. C'est un système qui est assez simple. Il va y avoir une pause d'écran, je vais vous montrer. Donc, rendons hommage à ceux à qui appartient ce système. Fist 5 out 8 avec ici Haliburton à la main. On pose l'écran avec Asia Jackson et bam. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est nul, t'appelles juste un high screen en fait. Oui, c'est vrai, mais n'empêche que dans la manière même dont c'est call, bah en fait, ça va donner des actions qui vont déboucher sur une variété de possibilités. Et ça, je préfère le faire en appelant le système plutôt qu'en appelant juste l'écran haut. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Russ West, à l'époque, était encore du côté des Pacers. Bitadze qui vient poser. Ah oui, mais voilà, ça se referme parce que la défense n'a pas été lâchée par Brunson. Du coup, on est obligé de magouiller dans la foulée pour le 2 points long de Russ. Après là, toujours McConnell à la baguette. Fist 5 out 8. On va écarter sur Russ West. Très bien. Et on va venir poser avec Bitadze de nouveau sur cette séquence-là. Et comme le défenseur est passé en dessous de l'écran, forcément, libération de shoot à 3 points. Donc, vous voyez, même le porteur peut se retrouver en situation de shoot. Ici, très bel écran de Bitadze. Et malgré la contestation vaine de Mitchell Robinson, ça va terminer avec le alley-oop. Voilà, parce qu'en fait, ici, l'écran était mieux posé. Derrick Rose s'est pris dans l'écran. Petite chaloupe de Haliburton. Et derrière, hop là, Bitadze qui saute. Très, très facile. Donc, pour le moment, ce sont des balles qui vont aller au cercle. Hein. Tout ça, ça termine au cercle. Ou alors sur un pull-up. Mais on a aussi autre chose de possible. Alors ici, c'est Mo Bamba, désormais, qui va s'occuper de tout ça du côté des Pacers. On est sur une vidéo un petit peu plus récente. Ici, regardez, hop, voilà, solution que j'adore, celle-ci. C'est à cause de l'aide défensive de l'ailier d'en face. Allez, on pose l'écran, bam, on va attaquer le cercle. Et oui, mais sauf que ça a été refermé. Donc, à 0 degré, Benedict Mathurin est solo. Et ben voilà, c'est swish, évidemment. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très très bien amené par le Fist 5 out 8. Donc, à l'heure d'avoir pas mal de blessés du côté de ces Minnesota Timberwolves, en fait, j'ai vachement besoin d'avoir quelques petits systèmes que je vais aussi aller après attribuer à Austin Rivers, à Bryn Forbes. Bryn Forbes qui doit exister par le shoot à 3 points. Quoi de mieux, shoot à 3 points, qu'un quick 13 pin down. Ça, c'est pas mal. De toute façon, les systèmes, on peut en trouver plein qui sont géniaux. Hein. Mais celui-là, je l'ai aussi piqué dans le playbook des Pacers. Le quick, donc, 13 pin down. Et celui-ci va être basé, comme son nom l'indique, sur un écran descendant. Donc, vous voyez ici, hop, les deux hommes là-bas, Duarte
et Taylor vont s'isoler. Taylor va poser un écran sur le défenseur de Duarte. On va le voir ici. Je sais plus, c'est Taylor ou Brissett là qui pose, mais à mon avis c'est Taylor. Voilà, c'est... Hop là, il est pris dans l'écran, RJ Barrett, il peut pas sortir. Et derrière, shoot dans un fauteuil. Donc ça par exemple, pour Bryn Forbes, c'est de l'or en barre. Parce que Bryn Forbes, c'est pas quelqu'un qui va vraiment créer son shoot. Pas quelqu'un qui a un gros physique, il n'est pas athlétique, il va pas pouvoir faire de grandes choses tout seul comme ça. Donc on a intérêt à lui créer des situations de shoot, et je dirais même de catch and shoot. Hein, donc ici c'est pareil, écran descendant, le défenseur est pris, derrière Duarte va shooter dans un fauteuil. Bon après c'est basé aussi sur la naïveté défensive de l'adversaire, parce que Covington aurait aussi pu switcher, on aurait pu aussi dire à Barrett de passer au-dessus de l'écran, bref, il y a pas mal de choses, mais dans le cadre du jeu, ça fonctionne tous les jours. Ici pareil, hop, on se positionne, ce sera pour Ben Mathurin, ici. Alors ça peut faire un 3 points ou un 2 points long, mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas on prend. Voilà, ici, très bon écran qui va être posé sur le pauvre Derrick Rose. Il n'arrivera jamais à s'extirper là, Derrick Rose. C'est fichu. Donc, ce système, donc le Quick 13 Pin Down, ne prend pas beaucoup de temps. Et en plus, va comme ça proposer, via un écran descendant, un shoot ouvert. Pareil, on voit ici, positionnement du poseur d'écran, Devin Booker est battu. C'est toujours dans la boîte. Ce sont toujours les mêmes actions. Au début, il faut laisser le temps aux deux joueurs de s'installer. On ne peut pas exclure non plus éventuellement s'il y a une aide défensive. Mais il n'y aura pas d'aide en fait là-dessus. Il n'y aura pas d'aide parce qu'il y a seulement un écran qui est posé. Il n'y a pas de cut vers le cercle. Du coup, les défenseurs qui sont sur la droite de l'écran, ils vont rester sur leurs joueurs. Donc, à partir du moment où le défenseur de celui pour lequel vous avez appelé le système n'arrive pas à s'extirper de l'écran, bah c'est mort. C'est mort pour la défense. Après, il y a évidemment la possibilité de rater le shoot, mais à part ça, je vois pas. Donc ici, c'est encore une fois un très bon écran. Donc il y a deux poseurs d'écran qui sont assez intéressants à Indiana, qui payent pas de mine. Hein. C'est Brissett et Taylor. On peut les faire jouer poste 4 souvent. Et ici, c'est Taylor qui était pas mal impliqué dans mes actions. En fait, il est assez épais, il est assez rugueux, et ça ne fait encore que de meilleurs écrans, hein, forcément. Pareil encore, une petite séquence, ici. Hop là. Mathurin, superstar, à venir peut-être. Hein. On verra bien. Encore un 13 pin down, et puis après on va changer de thème. Ici, voilà, écran descendant. Hop, c'est Duarte. Donc en plus, voilà, quand on a deux shooters au poste 2 et 3 qui se régalent, bah là, on peut vraiment y aller tous les jours. Après, il faut donc attribuer comme ça. Je ne les ai pas encore testés avec les Wolves, hein, mais je sais très bien que ce sera du gâteau, puisque ça fonctionne ailleurs. Tout le monde a ces systèmes-là qui sont plus ou moins attribués dans les joueurs majeurs. Mais donc, c'est intéressant toujours d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui est attribué en priorité aux autres joueurs. Mais d'ailleurs, justement, quelles sont les priorités des autres joueurs? Alors, vous voyez par exemple, main, pick and roll porteur et 3 points pour Bryn Forbes. Bah, moi, évidemment, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est le 3 points. Donc, il va falloir aller le chercher en bas de liste. On va avoir plusieurs systèmes intéressants, et notamment le Quick 13 Pin Down que je viens de rajouter quelques minutes auparavant. Pour Jalen Nowell, bah, c'est pareil, lui, il faudrait lui proposer des possibilités, même s'il va avoir pas mal le ballon en main, mais il va falloir quand même lui proposer, je dirais, du 3 points. Je pense à l'ajouter d'ailleurs. Et vous voyez, par exemple, c'est dommage parce que Austin Rivers, qui est quand même un bon shooter, pas que, hein, c'est aussi un créateur, mais bah, il mérite d'avoir, plutôt que de l'isolation, c'est quand même un peu étrange dans une équipe comme celle-ci, d'aller chercher de l'isolation pour Austin Rivers, c'est quand même un peu bidon. Bah, du pick and roll, voilà, tranquille. Et là-dessus, on va avoir
des systèmes qui vont venir se mettre, soit probablement oui, ils vont se mettre automatiquement, puisqu'ils ont déjà été mis dans le playbook, en fait. Si vous trouvez qu'il y en a trop, c'est facile, il suffit d'en enlever. Et du coup, ça va moins charger. Du coup, le Fist 5 out 8, là, par exemple, qui est ici accessible pour Austin Rivers, elle sera plus facile à aller chercher. Donc, voilà, ce sont les petites choses comme ça qu'on peut faire. Et donc, en fait, ce match des Lakers, je vais vous proposer tout de suite. On va voir que c'est compliqué. C'est compliqué quand on a 2 blessés notoires sur le backcourt. Déjà, quand on voit McLaughlin, Nowell titulaire, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, vous allez le voir. C'est marrant parce qu'on retrouve les Lakers qu'on avait presque humiliés à l'épisode 1, qui était pas du tout au niveau. La seconde unit, elle était affreuse, elle les plombait. Et puis, déjà avec Vucevic, ça se passe beaucoup mieux en fait. Je pense que Westbrook apporte dans l'absolu beaucoup, parce que c'est un excellent joueur. Mais Vucevic, Davis, c'est pas si mal. C'est un peu à l'image de ce qu'avaient les Lakers, d'avoir vraiment deux joueurs de grande taille au moment du titre. Vous savez, le fameux titre dans la bulle, celui sur lequel il y a une étoile. Allez, on essaie d'appliquer nos quick 13 pin down pour Nowell par exemple. Et oui, mais le problème c'est que Nowell, il a déjà un timing du shoot que je ne maîtrise pas, faute de l'avoir suffisamment utilisé. Et puis il a aussi un défenseur un petit peu pénible sur le rable. Alors là, c'est vraiment pas le défenseur sur cette action-là. C'est vraiment le shoot qui est dévissé. On va réessayer, hein. Il faut pas se priver. Là, oui, le défenseur n'est pas très fort, mais n'empêche que... Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans ce premier quart-temps? C'est Rudy Gobert, en fait, hein, qui nous a maintenu la tête légèrement hors de l'eau, mais pour autant, on a pris cher. Leur seconde unit était effectivement assez faible, mais après, il va y avoir des rotations qui seront un petit peu moins bébêtes. Voilà. Par contre, l'erreur au shoot, elle subsiste. Et puis en plus, ça se paye cash quand il y a LeBron James et sa vision du jeu en face. Ça donne des actions qui permettent aux Lakers comme ça de commencer à faire le break. Ici, regardez, un peu de naïveté de ma part. Je laisse Vooch se retourner trop facilement sur la ligne à 3 points. Au Gobert, un peu trop passif. 24-15. Lentement mais sûrement, les Lakers commencent à se détacher. En plus, derrière nous, on n'a pas exactement les timings de shoot qu'il faut. En fait, sur quelques petits détails, on va comme ça prendre un gros éclat. Regardez, il va y avoir ici une balle. Anthony Davis, LeBron James, qui va, shooter, hein, puisqu'il a l'espace. Voilà, nickel. LeBron est clinique. Il est juste dans tout ce qu'il fait. On se prend des fautes offensives, on n'a pas les bons timings. Du coup, c'est presque difficile à évaluer l'impact de l'absence d'Edwards et Russell. Bon, après, moi, je pense qu'il est cata, hein, l'impact en question. Il y a des actions comme ceci, voilà, qui sont assez calamiteuses. Heureusement, en fait, il y a un homme qui surnage dans tout ça, c'est Rudy Gobert. Voilà, lui, il est à son niveau, il va même contribuer à plus de points que d'habitude. Et il y a un moment donné où on va en plus réussir à durcir un peu la défense en quatrième quart. Voilà, on va à la fois bénéficier du bon travail de McDaniels, à la fois également la petite défense sympathique de McLaughlin, parce que je voudrais pas avoir l'air de dire du mal du garçon. Ah oui, le timing de shoot de Towns lancé, ça c'est pas nouveau. Parfois il me rend un peu... dans l'erreur quoi, hein. Il provoque pas mal d'erreurs de ma part parce qu'en fait il est excessivement lent, faut lâcher très tard. Bref, Vooch défendu par Reed, c'était un tout petit passage où la seconde unit était rentrée de notre côté, et là hop là, la petite dissuasion jolie de Gobert. Vous voyez, on a quelques actions comme ça qui nous permettent de revenir au score et de mettre un peu en échec ces Lakers, au moins du côté offensif, parce qu'on peut pas dire que offensivement, on a vraiment non plus profité de tout ça. Et puis Vooch vient comme ça quasiment clore le truc derrière. Voilà, très belle résistance de Davis face à Towns. Il y avait une bonne organisation. Allez, c'est swish quasiment à 3 points. Il devait avoir le pied sur la ligne, LeBron. Et donc,
c'est une petite fessée qu'on voit là. 2 sur 20 à 3 points, je crois que j'ai jamais fait. C'est du grand art. Celle-là, il fallait arriver à la faire. Bon, voilà, donc pour l'essentiel, des Wolves qui caracolaient en tête de l'Ouest dans cette saison. Et puis, patatras. Et puis finalement, quelque part, on a des doutes plein la tête parce que Russell, peut-être qu'il ne reviendra pas avant longtemps. Edwards, heureusement, ça fera du bien. Mais les playoffs sont pas du tout bien engagés. Hein. On voit bon, les statistiques de ce match sont absolument calamiteuses. Je crois qu'il vaut mieux se boucher les yeux. Voilà. Derrière, regardez, petite simulation, Kings. Eh ben, on prend une petite défaite aussi. Hein. Donc, il y a peut-être une période très très difficile qui s'annonce pour la dernière vingtaine de matchs. Petite vingtaine de la saison. Je vous montrerai plus tard les évolutions, je dirais, en cette fin d'année pour le MVP, etc. Mais Doncic est plutôt bien placé. Et nous, ben, on voit qu'il va falloir changer quelques petits trucs. J'ai déjà des idées en tête. Il n'y a pas de problème, on va faire plusieurs tests. 53 et 13, en plus on a un petit matelas d'avance. Mais ça pourrait vite se resserrer si on perdait 10 matchs d'affilée. Ce qui d'ailleurs n'est pas improbable, hein, vu le niveau de l'équipe sans Edwards et D'Angelo. Voilà, je souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur NBA 2K. Je pense que ce sera les Bulls. Bye bye.